7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Alors que les syndicats contestataires de la SNCF faisaient planer des menaces de grève pour les ponts de mai, voire pendant les Jeux Olympiques, un accord sur la cessation progressive d'activité des cheminots a été trouvé. Un accord très généreux, validé par les 4 syndicats représentatifs de la compagnie ferroviaire. Une grande partie de la classe politique s'en est indignée sur les réseaux sociaux et nous allons essayer de comprendre pourquoi cet accord a eu lieu et ce qu'il comporte avec notre invité, le journaliste et directeur de la publication de Économie Matin, auteur de Dernière crise avant l'apocalypse. Bonjour Jean-Baptiste Giraud. Bonjour, j'espère que vous m'entendez correctement. On vous entend très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors cet accord a fait bondir une partie de la classe politique, je le disais à l'instant, mais de quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Bon, je peux vous donner le détail de cet accord, mais c'est pas très intéressant. Retenez juste principalement qu'une partie des cheminots pourront rester chez eux pendant 18 mois en étant rémunérés pendant la moitié de ce temps-là, 100% de leur salaire, et puis 75% de leur salaire en attendant de partir à la retraite. C'est-à-dire que en gros, on a réinventé le système de pré-retraite qui a pu exister dans d'autres secteurs d'activité, par exemple dans les bâtiments et travaux publics. J'ai même vu que pour certaines catégories de personnel, les contrôleurs, cette durée de pré-retraite payée gratos, donc, pourra atteindre 30 mois. Ouais. Le problème, c'est que je vous propose de remettre en perspective tout ça avec d'abord la réforme des retraites et le vieillissement de la population et un régime de retraite qui est structurellement très lourdement déficitaire. Grâce à des artifices comptables, le gouvernement prétend que le système de retraite est presque à l'équilibre, mais en réalité c'est totalement faux, puisque ce sont des transferts massifs de plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année d'autres caisses, d'autres lignes, par exemple la ligne familiale notamment, qui Mm. permettent de combler le déficit des retraites. Et par ailleurs, autre mise en perspective, la SNCF est endettée à hauteur de 40 milliards d'euros et l'État, à 2 reprises, a repris une partie de la dette de la SNCF. La dernière reprise était de 25 milliards. Donc on a quoi? On a une entreprise structurellement très lourdement déficitaire Mm. qui, pour acheter la paix sociale, comme vous l'avez dit, eh bien, cède. Ouais. C'est plus du terrain à ce niveau-là. Enfin, c'est c'est pour ça que je commençais par vous dire, est-ce que c'est bien même les chiffres qui sont hallucinants que je vous donne qui doivent être pris en compte, mais plutôt le principe. Nous savons que nous faisons face à un pépi boom va atteindre des niveaux inégalée dans l'histoire de l'humanité, avec une population vieillissante, avec une disparition de la ressource première dont on a besoin dans un pays comme le nôtre, c'est-à-dire des actifs, et dans le même temps, on va permettre à des centaines de milliers de personnes de rester chez elles pendant plusieurs mois, plusieurs années, en étant payées à rien faire. Mm. C'est Alors absurde. concrètement, Jean-Baptiste Giraud, l'accord qui s'appliquera l'an prochain prévoit effectivement entre autres une amélioration du dispositif de retraite anticipée, en particulier pour les cheminots ayant occupé des postes à la pénibilité avérée. Ces derniers, dont font partie les conducteurs, pourront entamer une cessation anticipée d'activité 30 mois avant leur retraite, c'est ce que vous disiez à Oui, ce que je l'instant. vous disais. Ah ouais, avec 15 mois travaillés rémunérés à 100% et 15 mois non travaillés rémunérés à 75% avec une surcotisation de l'entreprise permettant de ne pas perdre de trimestre. Bon, on pourrait donner encore d'autres chiffres comme ça. Le rapport de force est aujourd'hui Le clairement... chiffre principal, c'est que quand même, on parle de gens qui vont partir à la retraite à 57, Oui, à 57 ans. Il se trouve que j'en ai 52. J'ai encore l'ambition de faire mon métier, journaliste, écrivain, chef d'entreprise, mm, prof de journalisme pendant quelques années. Tiens, un autre paramètre, j'ai signé récemment un nouvel engagement dans la réserve opérationnelle et dans le contrat, quand on le signe, il y a marqué qu'il est convenu d'avance qu'on ne peut pas aller au-delà de 72 ans. Donc ouais, ça pourquoi, va, ça pour laisse être une marge. dans la réserve opérationnelle, je peux signer jusqu'à 72 ans et pourquoi, pour être cheminot, eh bien, on dirait, ouh là là, c'est beaucoup trop pénible, 57, 59 ans. Vous pensez que la réserve opérationnelle, c'est pas fatigant? Mm. Ouais, Ah, vous voyez? je connais Non, ça. donc, voilà. Jean-Baptiste Giraud, cet accord, est-ce que c'est la porte ouverte à d'autres revendications et donc d'autres accords? Vu les Et non, c'est le champ du circonstances, signe. non. Maud, c'est pas du tout la porte ouverte à d'autres revendications, c'est le champ du signe d'un système
qui refuse d'accepter qu'il est déjà effondré. Non pas qu'il va s'effondrer, mais d'un système qui est déjà effondré. Je m'explique. Mm. Regardez, vous avez hérité de votre grand-mère une maison dans le Massif central, qui est la maison de famille, et plein d'entrain, vous dites, je vais la rafraîchir. Et vous arrivez, et vous achetez chez Bricomarché des pots de peinture et des pinceaux, et puis avec des copains, vous passez un week-end ou 4 jours, et vous repeignez tout de fond en comble, et la maison, effectivement, a bonne mine. Sauf que la toiture est totalement percée et que la moitié des murs s'effondrent, minés par la rétractation des argiles, et en fait, il y a des fissures où on peut passer une main à l'intérieur. Mm. Voilà de quoi on est en train de parler. On est en train de ripolliner, c'est dans le dictionnaire, on est en train de ripolliner un système de retraite des cheminots, et peut-être que d'autres arriveront derrière, alors même que le système de retraite en tant que tel du pays est effondré. Je vais dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est la réalité. On en parle dans mon livre écrit avec Jacques Bichot, enfin, dans notre livre, écrit avec Jacques Bichot, Dernière crise avant l'apocalypse. Le début du chapitre consacré au système de retraite parle du mythe qui consiste à penser que l'on peut cotiser pendant sa vie active pour financer son système de retraite. Si ce mythe était compréhensible et envisageable dans les années 40, 50, 60, 70, ce mythe s'effondre au milieu des années 70 quand l'espérance de vie augmente et où l'âge de la retraite dépasse significativement la durée de cotisation. Aujourd'hui, on sait que le système ne peut pas financer la retraite de gens qui vivent beaucoup plus longtemps alors qu'ils ont cotisé beaucoup moins longtemps et qu'il y a moins de cotisants. C'est mathématique. C'est un enfant de 12 ans, en classe de 6e, on lui donnerait les données du problème, il comprendrait dans un petit tableau avec une règle de 3 que ça ne passe pas. Donc aujourd'hui, nous sommes face à un système qui est déjà effondré, puisque je rappelle que un tiers des pensions de retraite qui sont versées aujourd'hui en France le sont grâce à l'emprunt. C'est-à-dire que lorsqu'un retraité reçoit 1 500 euros de retraite, de pension de retraite, eh bien, il y a 500 euros qui ont été empruntés par l'agence France Trésor sur les marchés internationaux pour lui payer sa retraite. Voilà le système qui est effondré. Donc on ne peut pas distribuer de l'argent qu'on n'a pas et qu'on est obligé d'emprunter. Point. Mais Fin de l'histoire. comment on Mettez a longtemps. pu arriver à un tel accord alors? Avec tout ce que vous nous À dites l'aveuglement? Ben non, mais comment on a pu arriver à un tel accord? En fait, c'est-à-dire que à quelques mois des Jeux Olympiques, on était prêt à tout. Regardez avec l'histoire des contrôleurs du ciel aujourd'hui, Oui. la grève a finalement été annulée parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Malgré tout, les avions ne décolleront pas aujourd'hui massivement. Les contrôleurs du ciel, ils font un boulot qui évidemment d'une importance stratégique, puisque on ne serait pas très content si il y avait 2 avions qui tombaient par semaine ou qui se télescopaient. Mais là aussi, le stress qu'ils subissent au travail ne fait pas de doute, mais leurs conditions d'emploi sont incroyables. Enfin, ils partent à la retraite, pareil, à 50 ans, ils sont payés des ponts d'or, ils ont je sais pas, ils travaillent 150 jours ou 140 jours par an, le reste du temps, ils sont en vacances. Donc, je dis sans doute des conneries en n'étant pas précis, puisque je n'ai pas creusé le nombre de jours de travail des aiguilleurs du ciel avant de faire cette interview, mais on sait qu'ils travaillent très peu par rapport à la population générale, qui partent très tôt à la retraite et qui sont très bien payés. Ça, ce sont des données fiables. Ce système de retraite en général et tous les systèmes de retraite particuliers sont déjà morts. Et donc, quand on sait qu'un système va s'effondrer, on essaye à la dernière minute, quand on a le pouvoir de tordre le bras des autorités, du gouvernement, de son patron, on essaye d'en prendre encore un petit peu plus. Comment vous donner une autre image? Regardez, c'est le gâteau qu'on partage au goûter, et puis on sait que c'est le dernier gâteau, parce qu'il n'y a plus de farine, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de lait, et donc on va piquer une part de gâteau supplémentaire en douce, en se disant, bon, celle-là, on ne me la retirera pas. Ouais. C'est ce qu'on est en train de vivre, et c'est lunaire.
Je C'est con lunaire. contrairement, concernant pardon les contrôleurs aériens, alors j'ai essayé de regarder là, de retrouver les chiffres. Il me semble ils partent à la retraite globalement à 59 ans. Ils font 32 heures, par semaine. Enfin bon, voilà. Oui, mais en fait, les 32 heures par semaine, en fait, ils ont tout un système de jours de récupération, Oui, il y a oui, ah oui, il y a donc pas non, toutes les non, informations, ouais. 59 ans, à 59 ans, je pense plus qu'ils soient contrôleurs du ciel. Là aussi, ils sont dans un. Bon, bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, est-ce que à 59 ans, on est bon pour partir à la retraite? Ceux qui nous écoutent, je Mmh. pense que les auditeurs de Radio Courtoisie, il y a beaucoup de retraités, il y a beaucoup d'actifs. Aucun d'entre eux ne considère que l'âge de départ à la retraite rationnel, c'est 57 ou 59 ans. Aujourd'hui, je rappelle quand même que l'espérance de vie en France est de 83 ans, si j'ai bonne mémoire, pour les hommes, et encore plus âgé pour les femmes. Mmh. Il y a un article du Point que vous pouvez retrouver facilement qui parle aujourd'hui des super centenaires et du fait qu'aujourd'hui, on peut espérer vivre jusqu'à 105-110 ans. Alors, je ne demande pas aux contrôleurs du ciel, Oui, de aux travailler contrôleurs jusqu'à de la 95 SNCF ans. de travailler jusqu'à 110 ans, mais enfin, partir à la retraite à 57 ans quand on peut espérer en vivre le double, ça fait Mmh. cher ça fait cher pour les finances publiques. Alors concernant justement la grève dans les aéroports, elle a lieu, elle commence en tout cas aujourd'hui, une grève des contrôleurs aériens, 75 des vols annulés à Orly, 55 à Roissy. Mais pour revenir, à la grève et à l'accord surtout passé avec la SNCF, concrètement, quelles seront les conséquences de cet accord sur, d'abord sur les voyageurs? Bah, justement, les conséquences, c'est qu'ils vont pouvoir sereinement, partir à la à Pâques, enfin, à Pâques, c'est passé, donc à l'Ascension, et puis cet été. Ce qu'on a acheté, vous avez dit en titre, on a acheté la paix sociale. Oui, on a acheté le fait que l'on espère que les contrôleurs et les cheminots ne se remettront pas une énième fois en grève, dans les mois à venir, pendant les jeux olympiques ou pendant les vacances, scolaires, des Français. Mais ce qu'ils ont obtenu surtout, c'est de cristalliser un petit peu plus l'animosité à leur égard, et puis de précipiter un petit peu plus leur entreprise, la SNCF, dans une situation apocalyptique prévisible, puisque Mmh. encore une fois, avec une entreprise qui est très lourdement endettée, chaque fois qu'il y a un reflux de la fréquentation des trains pour des raisons X, Y ou Z, que ce soit le Covid, que ce soit les grèves à répétition, que ce soit les tarifs des billets de train qui dépassent l'entendement parce c'est beaucoup plus cher aujourd'hui de voyager en train que de covoiturer à plusieurs avec sa voiture ou de monter dans un blablacar. Mmh. Donc, à la prochaine crise de la fréquentation et donc des résultats de la SNCF, l'entreprise va encore un petit peu plus s'enfoncer dans le rouge. Et je vais vous dire, un moment, regardez, je fais un parallèle. Là, vous avez le gouvernement qui annonce débloquer de l'argent qu'il n'a pas, en urgence, 650 millions d'euros pour les EHPAD. Mmh. Est-ce que les EHPAD sont dans le rouge? Oui. Est-ce que le traitement qui est administré aux locataires des EHPAD, les personnes âgées, est indigne? Oui. Est-ce que le système est à bout de souffle? Oui. Mmh. Et est-ce que 650 millions aujourd'hui, quand il en faudrait plusieurs milliards en réalité, suffisent? Non. Eh bien, c'est pareil pour la SNCF. Et j'ai envie de vous dire, c'est pareil pour EDF avec devant les 100 milliards d'euros d'investissement nécessaires dans le réseau EDF et dans la construction des nouveaux réacteurs nucléaires. En fait, nous sommes en face d'une masse tellement colossale de sommes d'argent à décaisser que l'on n'a pas pour tout un tas de sujets qu'aujourd'hui, encore une fois, je reprends mon image du gâteau au goûter, où tous ceux qui sont en première ligne devant l'assiette essayent de prendre les dernières parts du gâteau en se disant, voilà, au moins j'aurais sauvé ça et tant pis pour les autres s'il n'y a pas de gâteau. Mmh. Jean-Baptiste Giraud, ça donne quand même envie de s'interroger un petit peu, sur les limites du droit de grève, tout ça. Et les sénateurs se sont interrogés, pour nous, puisque plusieurs d'entre eux ont émis l'idée de l'interdire durant certaines périodes, notamment pendant les vacances scolaires. 52 des Français y seraient favorables. Vous en faites partie? Comment voulez-vous interdire quelque chose sans contrainte? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire si la loi interdit aux cheminots de se mettre en grève dans telle condition?
Qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à la police, qui sera déjà bien occupée, donc peut-être à l'armée, peut-être aux soldats qui assurent Vigipirate, d'attraper tous les cheminots qui leur passent entre les mains et d'aller les jeter en prison. Oui, on Non, imagine que c'est difficilement il applicable. n'y a pas de contrainte. La contrainte financière étant interdite en droit français, vous n'avez pas le droit de pénaliser financièrement quelqu'un au-delà de la perte de sa rémunération s'il fait grève. Mm, C'est un vœu pieux. mm, C'est un vœu pieux. Et je rappelle un principe, c'est que aujourd'hui, il faut bien comprendre que la loi est faite pour ceux qui la respectent. Dans notre pays, sur plein de sujets, la loi est faite pour ceux qui la respectent et ceux qui ne la respectent pas ne sont pas sanctionnés, ne sont pas pénalisés. Donc si vous avez non pas peur de la loi et de son application, mais si votre conscience, votre éthique personnelle vous fait dire non, je ne peux pas casser la vitre d'une voiture pour voler un sac dans la voiture parce que le sac est sur le siège et parce que c'est mal, mm. si pour vous ça n'est pas mal, je ne parle même pas de la crainte de la peine de prison ou de l'amende, eh bien vous le faites et effectivement vous n'êtes pas puni. Je vous dis ça parce que je lisais un article ce matin, je ne sais plus dans quelle ville, il y a quelqu'un qui a piégé des voleurs en mettant un sac dans une voiture et il a poursuivi les voleurs en les filmant pour Mm. montrer ça à la police qui leur a dit déposez une main courante. Et donc on sait aujourd'hui que la loi, les lois contraignantes ne s'appliquent qu'à ceux qui se soumettent à la loi. Donc, si vous ne vous Mm. soumettez pas à la loi et si vous ne craignez pas la peine de prison ou l'amende, qui ne sera de toute façon pas appliquée et pas recouvrée, Mm. ça sert à rien. Oui, donc l'État a vocation finalement à se plier devant les revendications et les... Mais l'État est faible. L'État est faible. Vous pouvez prendre, vous tapez l'État est faible dans Google et vous allez tomber sur tout un tas d'économistes et de politologues qui vous disent que jamais l'État n'a été aussi faible qu'aujourd'hui dans sa capacité à faire appliquer ses décisions. La seule chose que l'État sait très bien faire aujourd'hui, Mm. c'est recouvrer les impôts et les amendes. Nous avons un taux de recouvrement, enfin les amendes, pas terriblement en fait, c'est plutôt un Mm. quart. Mais l'impôt, on est à 97-98%. On est un des pays au monde qui collecte le mieux l'impôt parce que comme il est prélevé directement sur votre compte en banque, vous ne pouvez pas empêcher de le recouvrer. Sauf que on oublie de dire, je ne sais pas si vous avez vu passer cet article hallucinant, pour le coup, je suis journaliste économique quand même depuis 30 ans et ça, je ne l'avais jamais vu venir. Ouais. Il y a un article qui circule dans plein de revues, de magazines et de quotidiens mainstream qui dit en fait, le nombre de chômeurs est faux, ça on le savait déjà, mais c'est à l'envers, c'est-à-dire c'est pas il y a plus de chômeurs qu'on ce qu'on imaginait, il y a plus de gens qui travaillent que tout ce que toutes les études disent. Et ça explique par A plus B pourquoi en fait on a perdu 1,7 million d'actifs dans ce pays. Ah ouais, d'accord. Euh, Ce qui est surréaliste. Ouais. Ah oui, c'est surréaliste. Donc, au final, l'État est faible, est impuissant. Il ne sait pas vraiment où on va. Les statistiques ne sont pas fiables. Une chose est sûre, c'est qu'on a un déficit de 150 milliards d'euros cette année, plus tous les autres déficits Mm. sont pas associés au déficit de l'État. Et je suis désolé, hein, je vous fais la pub de mon livre, mais Ah mon non, livre est allez-y, sorti allez-y. en 2021 et il disait dernière crise avant l'apocalypse. C'est un livre qui est sorti juste après le Covid et qui disait que la crise de Covid était la dernière crise avant l'apocalypse. Je suis obligé de vous dire que là, tout ce qu'on entend depuis 24 mois Ouais. frise le délire et les données économiques de notre pays sont très, 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 très inquiétantes. Merci beaucoup Jean-Baptiste Giraud. Je rappelle que vous êtes directeur de la publication de Économie Matin et auteur, donc co-auteur de Dernière crise avant l'apocalypse. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt.